Bonjour, bonjour. J'espère que vous avez suivi les épisodes précédents, car voici enfin le dénouement de cette étrange histoire. Une fois qu'Igor eut annoncé qu'il avait besoin de Tatiana et moi pour son plan, je me tournai vers maman et Épiphanie et leur demandai si elles voulaient bien rentrer chez Sergueï auprès des enfants. Je leur dis que nous ne prendrions pas de risques inconsidérés, mais qu'il était inutile que toute la famille soit là et que j'aimais autant qu'elle ne court aucun danger. Igor m'interrompit doucement en me disant que malheureusement il avait besoin d'Épiphanie, ce qui nous laissa tous perplexes. Mais il était d'accord pour dire que ma mère devait rentrer car elle n'avait pas de rôle dans cette drôle de pièce et mieux valait qu'elle soit auprès des enfants. C'est donc la mort dans l'âme qu'elle quitta le bateau, laissant sa mère et sa fille jouer sans elle une partie potentiellement dangereuse. Mais je la rassurai en lui disant qu'Igor savait sûrement ce qu'il faisait. En tout cas, je l'espérais vivement. Ce dernier nous expliqua enfin son plan pour se débarrasser de Paul. Il était incertain et très aléatoire, car il supposait tout d'abord que Paul ne sache rien du décès prématuré de Sophie. Henri nous dit que lorsqu'il avait revu l'odieux criminel 3 jours plus tôt, ce dernier lui avait raconté qu'il les avait cherchés sans succès depuis 50 ans. Il ignorait donc que Sophie était morte depuis longtemps. L'idée d'Igor était que je me fasse passer pour Sophie, une Sophie restée jeune comme Henri grâce au fiole de l'élixir. Mais là encore, nous ignorions si Paul tomberait dans le panneau, car même si d'après Henri, ma silhouette ressemblait à celle de sa bien-aimée, elle avait les cheveux d'un blond flamboyant. Mais peu importait, il enverrait discrètement Guyapi à la Féniché pour chercher une longue perruque blonde dans les loges. Igor, d'un air entendu, demanda à Henri non pas une, mais 2 perruques blondes, mais il n'en dit pas plus. Quant à mon visage, Henri nous dit que je ne ressemblais guère à Sophie, mais que Paul n'avait fait que l'apercevoir en 2 occasions. La première fois, lorsqu'il était sur leurs traces dans la jungle amazonienne jusqu'à la cité de Nayati, mais il restait toujours à bonne distance d'eux, donc il ne pouvait pas voir nettement le visage de Sophie. La seconde fois qu'il avait aperçu la jeune femme, c'était dans la crypte du temple, quelques secondes avant qu'il n'y mette le feu dans le tunnel. On pouvait espérer qu'il avait autre chose en tête que graver dans sa mémoire le visage d'une femme alors qu'il venait de tuer Nayati et qu'il se chargeait les bras des précieuses fioles. Mais tout ça était quand même extrêmement risqué. Toutefois, nous n'avions pas d'autre solution. Une fois arrivé au port, Guyapi filerait donc discrètement à l'opéra pour prendre les perruques blondes sans se faire voir de Paul. Henri se montrerait sur le pont du bateau faisant les 100 pas comme s'il attendait quelque chose de vital. Guyapi devait, au retour de la Féniché, se montrer ostensiblement avec un petit coffret dans lequel il avait mis les perruques, prenant des mines inquiètes en remontant sur le bateau comme s'il transportait un trésor. Ensuite, j'enfilerai la perruque blonde et je rejoindrai Henri sur le pont. Il me confierait le coffret d'un air très inquiet. Nous nous ferions des adieux déchirants et Tatiana et moi descendrions du bateau, espérant que Paul, intrigué par le contenu du coffret, nous suivrait, pensant qu'il contenait les fameux élixirs. Ensuite commencerait la seconde partie du plan, la plus dangereuse pour moi. C'est donc les jambes tremblantes que je sentis le bateau accoster. Guyapi partit à toutes jambes vers l'opéra et revint 30 minutes plus tard avec les perruques dans le coffret. Henri mit dans la valise, non pas les fioles d'élixir puisqu'il n'en avait plus, mais une flûte traversière en cristal qu'il avait fait faire à Murano pour la flûte enchantée de Mozart qu'il devait diriger prochainement. J'enfilai donc une cape et la perruque blonde. Puis, nous montâmes sur le pont, Henri et moi, pour nous faire le plus visiblement possible des adieux déchirants, comme un homme confiant à son épouse bien-aimée une mission périlleuse. Henri me prit dans ses bras et m'embrassa fougueusement. Alors là, Dieu sait que je n'étais pas farouche, mais recevoir un baiser de jeune mariée de la part d'un homme qui, malgré les apparences, avait tout de même 50 ans de plus que moi, et s'imaginait sûrement en fermant les yeux qu'il embrassait sa défunte épouse, me fit un drôle d'effet et je n'étais pas loin du haut le cœur. Mais mon tempérament de brave petit soldat reprit le dessus, et je me dis qu'à la guerre comme à la guerre, c'était pour la bonne cause. Une fois mes lèvres remises de leurs émotions et discrètement séchées avec ma cape, Tatiana vint me rejoindre et nous descendîmes du bateau, portant le coffret tel le Graal sacré. Une fois à terre, Henri me cria un « Sophie !» sonore, qui me fit me retourner, puis il me fit un signe de prière et m'envoya un baiser. Depuis le hublot d'une des cabines, Igor, Sergueï, Épiphanie et Guyapi suivaient la scène. Et ils virent avec soulagement et anxiété un homme gigantesque se fondre dans la foule pour nous suivre, Tatiana et moi. La première partie du plan avait donc marché. Paul me prenait pour Sophie et il ne me lâchait pas des yeux, persuadé que je transportais les fioles d'élixir. Immédiatement, Henri et les miens descendirent du bateau pour lui emboîter le pas. Tatiana et moi marchions rapidement vers l'appartement d'Henri et Paul nous suivait toujours. Arrivés dans l'appartement, nous avions à peine entrouvert la porte qu'il nous poussa violemment à l'intérieur et puis ferma la porte derrière lui. Il nous menaçait avec un pistolet et je dois dire que nous n'en menions pas large. Pour ma part, je regrettais presque de m'être prêté à ce jeu dangereux et d'y avoir entraîné ma jeune cousine, car nous risquions après tout nos vies, et j'allais peut-être priver 2 enfants de leur mère pour Henri, qui n'était même pas un membre de la famille. Bon, c'était assez mesquin comme pensée, mais humain quand même.
Toutefois, je m'en voulus immédiatement, et pour me rassurer, je me dis qu'Igor, connaissant parfaitement la nature humaine, avait dû prévoir ce qui allait se passer et ainsi garder le contrôle de la situation. Le courage reprit le dessus et je décidai de garder mon sang-froid et de jouer mon rôle comme si j'étais au théâtre. Mais la grande angoisse était que Paul s'aperçoive que je n'étais pas Sophie. Heureusement, 50 ans avaient passé depuis qu'il avait vu la vraie Sophie, et de surcroît, lorsque je croisai son regard de fou, je compris immédiatement qu'il ne me regardait pas vraiment, il ne pensait qu'aux élixirs. Il nous fit ouvrir le coffret en nous menaçant avec son pistolet. Lorsqu'il découvrit la flûte en cristal, il devint fou, se ruant sur moi, me secouant et hurlant « Où sont les fioles? Où sont-elles » Malgré ma panique et mon cœur qui manquait d'exploser dans ma poitrine, mon cerveau me donna l'ordre de dire exactement ce qu'Igor m'avait demandé. Je pris donc un air plus calme pour dire à Paul qu'il n'y avait plus d'élixir, qu'Henri et moi avions terminé le dernier flacon plusieurs mois auparavant et que nous sentions déjà les effets de la vieillesse progresser de jour en jour. Je lui dis ensuite que Nayati nous avait expliqué que nous allions nous maintenir avec une apparente jeunesse, justement pendant quelques mois, mais qu'un jour, en une seconde, sans nous en rendre compte, nous serions devenus des vieillards. Paul refusa catégoriquement de me croire. Il nous dit qu'il allait me garder en otage, et il envoya Tatiana, qu'il prenait pour ma domestique, prévenir Henri qu'il me tuerait si ce dernier n'était pas là dans l'heure avec les fioles. Tatiana partit l'air affolé, et Paul m'enferma à clé dans la chambre d'Henri, après l'avoir fouillé de fond en comble. Ensuite, il mit à sac tout l'appartement, espérant y trouver son élixir miraculeux. Une demi-heure plus tard, Henri arriva, jouant le mari affolé, mais réellement inquiet pour moi tout de même. Il servit à Paul le même discours que celui que je lui avais tenu, lui répliquant que nous n'avions emporté qu'une seule fiole en partant de la cité de Nayati, et que l'effet s'estompait de jour en jour. Il dit encore à Paul qu'il n'avait d'ailleurs plus la force de combattre, et qu'il ne pouvait rien faire de plus si ce dernier refusait de le croire. Henri termina en disant à Paul que de toute façon il pouvait bien les tuer, peu importé. Pas tout à fait en ce qui me concernait, car de toute façon la vieillesse allait les rattraper brutalement d'un jour à l'autre et qu'il n'en avait plus pour longtemps sur terre. Mais Paul lui demanda d'arrêter ses balivernes. Il nous attacha au point de nous blesser poignets et chevilles et nous enferma à nouveau tous les deux dans la chambre d'Henri. Mon Dieu, j'espérais que malgré la situation, le baiser fougueux sur le bateau n'allait pas lui donner d'autres idées et qu'il n'allait pas ramper vers moi comme un ver de terre lubrique. On pense parfois à de drôles de choses quand on est sur le point de mourir. Puis, Paul nous dit qu'il partait fouiller le bateau. S'il n'y trouvait rien et qu'à son retour, nous ne voulions pas révéler la cachette des élixirs, il tuerait d'abord Guyapi et nous ensuite, en mettant le feu à l'appartement comme il l'avait si bien fait autrefois pour la cité amazonienne. Et il sortit en rugissant comme un fauve. Guyapi, qui suivait toujours Paul sans que ce dernier s'en aperçoive, alla donner le signal à Igor, Tatiana, Sergueï et Épiphanie, qui attendaient cachés dans une ruelle voisine. Ensuite, il grimpa comme un singe sur la façade du palais dans lequel se trouvait l'appartement d'Henri. Et arrivé au premier étage, il se faufila grâce à sa petite taille à travers les barreaux d'une des fenêtres de l'appartement, muni d'une grosse épingle à chignon que portait ma grand-mère Épiphanie dans les cheveux. Il crocheta ensuite la porte d'entrée et fit entrer le reste de la troupe. Puis, il ouvrit de même la porte de la chambre d'Henri, et quelques minutes plus tard, nous étions délivrés. Mais c'était là que devait s'engager la seconde manche du piège tendu par Igor, la plus dangereuse. Ce dernier nous demanda de le laisser seul avec Épiphanie dans la chambre et de revenir à son signal. Ni Sergueï, ni Henri, ni Guyapi, ni moi ne savions ce qu'il manigançait. Seule Tatiana semblait comprendre ce que son grand-père mettait en place. 10 minutes plus tard, Igor nous demanda d'entrer dans la chambre, et là, nous eûmes un choc. Épiphanie avait revêtu ma cape, et la même perruque blonde que la mienne, et Igor avait mis la veste d'Henri et une perruque brun foncé qui ressemblait à s'y méprendre à la chevelure de Maestro. Le résultat était saisissant. On aurait dit Henri et moi qui avions vieilli d'un coup de 50 ans. Je commençais à comprendre le stratagème d'Igor. Il nous dit que nous n'avions pas de temps à perdre, car Paul s'apercevrait vite qu'il n'y avait pas d'élixir sur le bateau. Il nous demanda donc de les attacher, Épiphanie et lui, exactement comme nous étions attachés Henri et moi. Je souffrais d'avance pour les poignets de ma pauvre grand-mère. Mais elle était aux anges, trouvant enfin un rôle à sa hauteur, et probablement inconsciente du danger que nous courions tous si Paul s'apercevait de la supercherie. Igor nous dit qu'il espérait que le choc que Paul aurait en voyant Henri et Sophie vieillis d'un coup suffirait à le convaincre qu'il n'y avait plus d'élixir et qu'il laisserait enfin Henri tranquille. Toutefois, avec un fou pareil, rien n'était prévisible. Sergueï avait donc couru à son palais chercher un pistolet, sans se faire voir de maman pour ne pas la paniquer, et il devait revenir en bateau avec Luigi et accoster en bas de l'appartement d'Henri, prêt à intervenir en cas d'urgence. Une fois Épiphanie et Igor attachés, ce dernier nous demanda de fermer à clé la porte de la chambre et de partir au plus vite de l'appartement, ce que nous fîmes. Puis, nous allâmes nous cacher dans une autre des ruelles voisines qui, elle, se trouvait sous la fenêtre de la chambre d'Henri où étaient Igor et Épiphanie. Ensuite, il nous fallut attendre ce qui nous parut une éternité, le retour de Paul. Nous étions tous extrêmement nerveux et nous nous préparions à tous les scénarios pendant que le criminel était en train de fouiller le bateau d'Henri.
Entre-temps, Sergueï était revenu avec Luigi et il s'était amarré sur le canal en contrebas de l'appartement sans se montrer. Bref, nous étions tous prêts à bondir en cas de problème. Soudain, Guyapi, qui faisait le guet, nous donna le signal de l'arrivée de Paul. Nous entendîmes, quelques instants plus tard depuis la ruelle, la porte de la chambre s'ouvrir à toute volée, puis un silence de mort. Paul, en découvrant les soi-disant Henri et Sophie, qui avaient vieilli de 50 ans en 1 heure, eut le souffle coupé, le temps que son cerveau réalise que c'était ce qui allait lui arriver au plus vite sans les élixirs miracles. Puis tout à coup, il hurla « Non !» Et ensuite, de rage, il se mit à tout casser dans la chambre. Il crierait qu'il ne vieillirait jamais, qu'il préférait crever ici tout de suite, mais qu'il ne mourrait pas seul, et qu'il allait tout faire flamber et entraîner Henri et Sophie en enfer. Et ensuite, il partit d'un rire tonitruant et satanique. Nous nous précipitâmes tous dans l'escalier du palais pour l'empêcher de mettre sa menace à exécution. Mais en arrivant dans la chambre, soudain plus un bruit. Devant nous se dressait Paul dans toute sa hauteur, mais la bouche ouverte d'une drôle de façon et le regard perdu. La seconde d'après, ce colosse s'effondrait à terre, révélant derrière lui la toute petite silhouette de Guyapi, un couteau ensanglanté dans la main. Le petit homme pacifiste avait eu pour la première fois de sa vie recours à la violence, et il avait enfin vengé la destruction de son peuple par ce géant diabolique. S'ensuivit un long moment de silence, durant lequel chacun de nous prit conscience de ce qui venait de se passer. Puis Sergueï nous demanda à Épiphanie, Tatiana et moi de retourner chez lui et de les y attendre, Henri, Igor, Guyapi et lui, sans poser de questions. Je relevai ma grand-mère qui tremblait comme une feuille et nous nous exécutâmes en silence. Une fois arrivés chez Sergueï, nos nerfs lâchèrent et la tension avait été telle que nous nous mîmes à pleurer toutes les trois. Ma mère, qui arriva et qui se rongeait les sangs nous attendant, crut devenir folle en entendant notre récit. En revanche, nous ne racontâmes jamais cette aventure à Jeffrey et Marie-Antoinette qui étaient couchés avec les enfants, car si cette histoire avait par malheur des conséquences avec la police, nous ne voulions nullement les y impliquer. Nous leur avions donc dit le lendemain matin qu'Henri était bien le petit-fils du camarade de classe d'Épiphanie et qu'il avait voulu lui faire une blague en lui racontant cette histoire de chaman et d'élixir magique. Mais lorsqu'au petit déjeuner je prononçai le mot chaman, Rocky, mon bébé, s'excita comme un fou en disant « Man, man, man !» et en mimant un grand oiseau dans le ciel. Là, j'étais certaine que mon fils était connecté à de drôles d'esprits, et à mon avis, il allait m'en faire voir de toutes les couleurs. Bref, Sergueï, Igor et Nayati refusèrent de nous dire ce qu'ils avaient fait du corps gigantesque de Paul et comment ils s'en étaient débarrassés. Le lendemain, après nous avoir remerciés du fond du cœur pour tout ce que nous avions fait, Henri annula son contrat avec la Fenice, ainsi que tous ceux qu'il avait dans les autres villes pour les années à venir. Il remonta sur son bateau avec Guyapi et nous dit que ce dernier rêvait de retrouver la terre de ses ancêtres. Ils avaient donc décidé de retourner tous les deux en Amazonie, finir leur vie là où Henri et Sophie avaient connu leur plus belle aventure. Et nous n'eûmes plus jamais de nouvelles d'eux. À notre tour, 2 jours plus tard, nous décidions de rentrer en France, après ce séjour plus que mouvementé à Venise. Et après avoir récupéré les forces, nous reprîmes donc la route, impatients de retrouver notre château et sa tranquillité. Sergueï promit de donner des nouvelles et de venir nous voir prochainement, au petit plaisir. Nous retrouvâmes donc notre maison avec un bonheur intense, et chacun reprit le cours de ses activités avec une énergie fantastique. Quelques semaines plus tard, nous reçûmes une lettre de Sergueï qui, entre 2 récits de mondanité vénitienne, nous racontait que décidément Venise n'était plus sûre, car on avait encore repêché le cadavre d'un homme dans la lagune, un géant, n'ayant rien sur lui qui permette de l'identifier. On pouvait juste lui donner un âge approximatif, environ 75 ans, rien de plus. L'enquête était donc close. Oui, Archie. Oui, tout est bien qui finit bien. Mais j'aurais pu rester, en effet. Et vous auriez été très malheureux ? Ben, moi aussi, j'aurais été très malheureuse. Allez, séance papouille en vue. Alors, je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures.